Twitter, tu peux nous les transmettre, hein. Je vais rappeler aux youtubeurs. Voilà, nous allons démarrer la conférence sur l'agilité et Typo 3. Et Robin, tu vas commencer par te présenter. Oui, je vais le faire tout de suite. Je dis 2-3 bêtises juste avant. Très brièvement, il y a peut-être des infos que vous trouverez intéressantes sur la presse. Vous pourrez bien sûr les prendre et on partagera la presse ici. Et l'autre bêtise, c'est que j'ai chopé un mal de gorge en montant à Annecy. Du coup, je vais sans doute beaucoup et souvent reprendre ma respiration, etc. N'hésitez pas à me couper si vous ne m'entendez pas, je pousserai un petit peu. Alors, mets bien le micro tout près de la bouche. Allez, comme ça, le prochain pourra attraper aussi un mal de gorge. Du coup, qui je suis moi? En fait, je suis un ancien développeur typoïste, devenu chef de projet. Et dans l'agence pour qui je travaillais, j'ai toujours rencontré des problèmes dus justement pas aux développeurs, pas aux ressources qui travaillent sur les projets, mais souvent dus à la méthode. Et donc je suis devenu ce qu'on appelle coach agile. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent ce métier. J'en parlerai un petit peu. Concrètement, c'est théoricien de méthode. C'était ce qu'on disait en 1970. Et bref, on va un petit peu en parler. Et juste coach agile pour une société qui s'appelle Arcris, que vous connaissez peut-être. Qui est sponsor de la T3 Uni aussi. Sponsor, et justement qui avec beaucoup de développeurs Typo 3 et quelques théoriciens de méthode, dont moi. Bon, on a 45 minutes, 1 heure pour voir ces sujets. Je ne sais pas du tout, on va voir sur le slide suivant, on va essayer de voir votre niveau de maturité agile. Comme je ne savais pas exactement à qui je m'adressais, très brièvement, on va voir à quoi sert l'agilité, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, quels sont les gains. Et après, on va un petit peu appuyer sur le comment ça marche et voir quelques principes de conception. J'espère toucher tout le monde. Concrètement, c'est pas du tout une présentation technique. C'est vraiment plus, moi, le ressenti que j'ai eu quand j'étais en phase de conception pour un client, quand on était en phase de réalisation. Et aussi, concrètement, là, moi, mon métier, c'est que je mets l'agilité chez des clients qui, parfois, ont des équipes de prod qui vont de 10 jusqu'à 160 développeurs, là, j'ai vu récemment. Donc, ça peut être des énormes chantiers aussi. Il y a plein de méthodes. Et on va en parler. Est-ce que tu as une implication particulière avec Typo 3 et est-ce que la conférence, elle peut s'appliquer aussi à d'autres types de logiciels ou de projets? Ça s'applique sur tout le développement logiciel. Là, chez un de mes clients, on sort même du domaine logiciel. Un de mes clients qui fait des articles de sport, je ne le donne pas, mais concrètement, ça s'applique aussi sur les process usines, justement. J'en parle dans un des slides, ça vient du domaine de l'industrie, ça a été appliqué sur le domaine logiciel parce qu'on avait des cycles de production courts. À savoir, dans un logiciel, j'ai une phase de conception, une phase de réalisation et une phase de test. Et finalement, sur un produit physique, par exemple un tapis de course, j'ai aussi une phase de conception, une phase de réalisation et une phase de test. Donc c'est très très vaste. Là, ma première expérience, moi, c'était sur des projets effectivement Typo 3. Et après, ça s'applique sur tout autre type de CMS, des frameworks, etc. C'est vraiment, là, je m'intéresse moi aux méthodes de production. Et donc ça s'applique au contexte de Typo, mais aussi en dehors de ça. Première question, alors je ne sais pas si vous aurez le temps de le faire. C'était juste savoir très brièvement, parce que je veux orienter la suite de la presse, si vous vous connectez sur paulev.com/agile-typo3 282 et que vous votez A, B, C ou D. A, c'est j'ai déjà géré un projet agile et tout s'est bien passé. B, c'est j'ai déjà géré un projet agile et ça s'est mal passé. C, et ceux qui sont sur YouTube peuvent le faire aussi. C, c'est j'en ai jamais fait, mais ça me tenterait d'en faire. Et D, c'est j'en ai jamais fait, mais j'en ai rien à faire, je ne veux pas en faire du tout. D'ailleurs, ça ne s'applique pas dans tous les contextes. Et du coup, sur ce slide-ci, il y en a plein qui ont fait C. C'est en live, hein, si vous votez, ça ne triche pas. Voilà, on le voit. Donc ça tombe bien, parce que je vais reparcourir des choses de base, et a priori, il y en a plein qui ne connaissent pas. Bon, c'est cool. Juste les deux qui ont mis un B. Enfin, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Et ce truc est assez cool aussi, vous pouvez aller, c'est gratuit, hein, ce petit logiciel. Bon. On est majoritairement sur du C. On est majoritairement sur du C, qui est, j'ai jamais pratiqué de l'agilité, et j'aimerais bien. D'accord. Bah du coup, on va... Ah je m'y attendais. C'est qui le troll? Et du coup, très bien, je vais appuyer sur les principes de base. Encore une fois, si ceux qui ont mis du B vont me poser des questions plus avancées, qu'ils n'hésitent pas. C'est vraiment ma spécialité depuis plusieurs années maintenant. Du coup, à quoi ça sert? Comment ça marche? Juste pour refaire un tout petit focus sur mon métier, j'en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup cette métaphore mon métier, qu'est-ce que c'est?
très souvent sur des équipes de production sur lesquelles j'arrive, moi j'ai mon client qui me donne des objectifs, avec des fois encore une fois des équipes avec énormément de développeurs, 40, 50 développeurs, et ils prennent jamais du recul sur ce qu'ils font. Ils disent on a plein de problèmes, et très souvent on montre du doigt une personne en disant lui il bosse mal, mais en fait non, c'est qu'on donne pas les bons moyens aux gens de bien bosser. Et du coup, mon job à moi, c'est d'arriver avec les roues rondes, parce que les gens, quand ils ont le nez dans le guidon et qu'on leur dit qu'ils bossent mal, ils se mettent encore plus charrette et se mettent encore plus la pression, sans prendre de recul finalement. Et ça fait que accentuer cette boucle un petit peu vicieuse. Et donc mon métier à moi, c'est le mec avec les roues rondes. Très brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas, un rappel d'agilité. Alors il y a une petite anecdote que je vais vous dire. On dit toujours que c'est Toyota Lean 1960, donc c'est quelque chose de vieux. On est en 2015, ça a plus de 50 ans. Ça a été formalisé en 2001 par des signataires du manifeste agile, que vous pouvez aller signer d'ailleurs si c'est assez porteur de sens. Et en fait on dit donc que ce sont les Japonais qui l'ont inventé. C'est pas tout à fait vrai. C'est un théoricien américain qui avait théorisé les principes du Lean. Et les Japonais ont dit, en l'occurrence Toyota a dit, vous écrivez des livres, mais nous on les lit et on les applique. Et donc effectivement les premiers à appliquer les principes agiles, c'était Toyota. Sur les chaînes de production usines justement. Après en 2001 on s'est dit ça marche vachement bien, on va le mettre sur du logiciel. Le fait est que quand on développe une voiture, le cycle de production c'est vachement plus long que quand on développe du logiciel, donc le feedback et la prise d'expérience a été beaucoup plus rapide sur du développement logiciel. Et donc ça a explosé, c'est là où maintenant c'est très à la mode, on se rend compte qu'on produit pas plus mais qu'on produit beaucoup mieux en agilité. Et maintenant ça redescend sur les chaînes industrielles justement en se disant vous qui avez finalement commencé après nous, mais qui allait beaucoup plus vite, on va s'enrichir de votre expérience. Et donc maintenant, là j'avais une mission chez un client dans l'agroalimentaire où il refaisait ses processus usines avec justement des gens qui bossaient à la chaîne, etc. Tout ça pour dire, ça effectivement on touche un petit peu tous les milieux. Juste, très souvent on parle de Scrum, mais je vais aussi en parler parce que c'est la méthode qui est la plus facile à appréhender. Il y en a beaucoup d'autres, et en fait le métier de coach agile c'est pas du tout d'avoir une méthode, c'est de prendre un petit peu toutes les pratiques qui sont les meilleures, de mixer un petit peu tout et de s'adapter au contexte et aux spécificités du client pour lui sortir quelque chose de bien. Ça je vous montre ces statistiques là qui sont un petit peu vieilles, 2012 sur les sites américains Nasdaq, donc concrètement les 100 plus gros sites américains. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces stats-là qui sont assez intéressantes. C'est en fait, on parle très souvent, et moi on m'a gonflé quand j'étais étudiant, avec le triptyque délai, budget, périmètre, tout le temps. Là vous pouvez lire le slide, mais concrètement ce que ça dit, c'est que sur les grosses entreprises, il n'y a que 9% des grosses entreprises qui respectent le délai budget. Il n'y a que 42% de ces 9% qui respectent le périmètre en plus. Et donc concrètement, on n'est pas loin des 4% de réussite, c'est-à-dire de projets qui respectent, quand ils sortent, le délai, budget et périmètre initialement prévu. À savoir, donc en cycle en V, c'était un petit peu ce que moi j'avais rencontré, ce qui m'a donné envie de faire ce métier. On a 95% de chances de se planter finalement quand on commence un projet informatique dans les grandes sociétés. Sur les petites boîtes, on est un petit peu au-dessus, parce qu'on est généralement justement plus souple et on n'a pas forcément formalisé à l'avance des spécifications des cahiers des charges, mais cette statistique est un petit peu intéressante. Et là où ça rentre en grosse contradiction, et où on décèle un petit paradoxe, c'est avec ce slide-ci, qui est en train de me bugger. Donc j'essaie de revenir dessus. Moi, je sais pas pourquoi il ne s'affiche pas correctement. Bon, je vous donne quand même la stat. Attendez, ça m'embête un petit peu. Ouais, je sais pas si je le mets en PDF. Bon, sinon, le laisser, c'est pas grave. Je tente une dernière chose. Bon, c'est pas très grave. Le micro sature apparemment. Et là, ça va mieux? Celui-ci, c'est mieux? Ouais. Il y a quelques secondes de délai, donc on va... Ouais. Bon, on voit pas trop la stat là que je voulais montrer. Je vais vous la faire parce que moi, je l'ai à peu près sur mon écran. C'est concrètement, en fait, on a 64% de fonctionnalités qui sont des fonctionnalités déchets. Enfin, c'est 45% plus 19%. Encore une fois, sur les sites américains du Nasdaq. Donc, on a 64% des fonctionnalités qui sont conceptualisées, voulues, expression du besoin, etc., réalisées, qui ne servent jamais et pas souvent. Et ensuite, on a 7% des fonctionnalités qui sont toujours utilisées et très souvent, 16, je ne sais plus ce que c'était 16%.
Bref, la stat qu'il faut retenir, c'est juste que par rapport à ce que j'ai montré avant, où on a seulement que 4% des projets qui sortent en respectant le budget, le délai et le périmètre, on a 64% de l'effort de production qui sert pour développer des fonctionnalités qui finalement ne servent pas aux utilisateurs finaux. Donc le constat justement agile et les bases de l'agilité, c'est de se dire on va finalement essayer de sortir un petit produit qu'on va tout de suite confronter aux utilisateurs pour faire finalement un produit peut-être plus petit, mais qui sert vraiment plutôt qu'un gros produit énorme qu'on a voulu théoriser mais qui ne fonctionne pas. Ça c'est la définition d'une méthode agile. C'est justement pour sortir un produit plus petit mais qu'on va ajuster et on va être réactif face au marché. En fait, on va produire de manière itérative et incrémentale. Donc on va sortir un petit produit qu'on va enrichir. Et à chaque cycle, on va prendre le feedback des utilisateurs et on va faire quelque chose avec des fonctionnalités finalement que les utilisateurs eux-mêmes nous donnent. Pour cette... Oui, vas-y. J'imagine que ça a dû te faire réagir de voir le release cycle de Typo 3, 7 et 8, bien sûr. Puisqu'il ressemble énormément à celui-là. Oui, bien entendu. Et justement, Mathias est product owner, donc il bosse justement dans les méthodes agiles. D'où la modification de stratégie de release de Typo 3. Oui. J'ai pas eu le loisir d'en parler encore avec lui, mais ça m'a intéressé pas mal. Ouais. Et du coup, voilà, maintenant, très souvent au logiciel, on va sortir quelque chose de petit qu'on va enrichir, et ensuite on fait confiance aux équipes. La statistique qui est débile, j'aime pas trop parler en stats, c'est qu'il n'y a que 4% des gens qui viennent et qui travaillent de manière mal intentionnée. Donc très souvent, en fait, quand il y a une équipe de dev qui n'arrive pas à assumer son travail et qui se plante complètement, très souvent on dit ouais, c'est parce que les développeurs sont pas motivés, etc. Et non, il y a une autre stat, c'est que justement quand on sort un élément entre guillemets perturbateur d'une équipe de développement, ce qui est drôle, c'est que quelqu'un d'autre qui bossait bien prend son rôle en fait. On se rend compte qu'il y a toujours les mêmes profils finalement qu'on retrouve. Tout ça pour dire encore une fois, en Scrum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va impliquer, en Scrum et en agilité, on va impliquer beaucoup plus les gens dans leur travail et ils vont trouver une vraie motivation. Et ensuite, les gains de l'agilité, alors il y en a beaucoup d'autres. Ces gains-là sont... il y a deux choses que je voulais dire. La première, c'est que l'agilité ne s'applique pas à tous les projets. Il y a des fois où il y a des projets qui tournent très bien et on me demande de mettre en place des méthodes agiles parce que c'est à la mode et que ça se vend bien, etc. Mais c'est pas du tout adapté à tous les contextes. Parfois, on va voir un client, on lui dit « Ok, pourquoi vous voulez me solliciter ?» Et lui, il dit parce que c'est à la mode, quoi. Et on passe un jour, un petit peu, 2 jours, 3 jours en analyse, on se dit « Non, mais vous n'en avez pas besoin. Il n'y a aucune des problématiques à laquelle l'agilité que vous rencontrez. Donc vous n'avez pas besoin des méthodes agiles. » Concrètement, l'agilité, à quoi ça sert ? Ça sert à être très réactif sur des cycles de développement qui sont longs, parfois de 2-3 ans. Comme on va pouvoir quasiment paralléliser la conception et la réalisation et les tests, là c'est la théorie, mais sur un projet qui dure 3 ans à développer, on peut le sortir en 1 an. Moi, pour tout vous dire, j'ai fait tous les acteurs des télécoms, parce que justement, je mettais en place les méthodes agiles dans les DSI chez un acteur du télécom. Juste après, l'autre disait « Ah bah zut, concrètement, il arrive à changer une virgule sur un forfait, passer de 19,90 à 18,90, c'est très très long. » Et les gens ne comprenaient pas pourquoi justement leurs concurrents qui avant avaient la même délai de réactivité qu'eux, tout d'un coup étaient beaucoup plus réactifs, et donc ils m'ont sollicité à la chaîne pour qu'on aille mettre les méthodes agiles partout chez tous les acteurs des télécoms. Du coup, on a une grosse réactivité au marché. La deuxième chose, c'est qu'on a un besoin exprimé qui correspond beaucoup plus aux besoins réalisés. Comme je vous disais, et ça je réinsiste dessus dans 2 slides, c'est concrètement, la métaphore là, c'est que moi j'ai des clients qui me décrivent un beau tigre quand je suis en phase de conception d'un site, quand je leur livre le site réalisé en cycle en V. En fait, ils avaient plus l'impression d'avoir un chat boiteux, tout pourri et qui rampe. Et là, le truc, c'est que comme on les confronte justement au projet et au logiciel pendant toute la phase de réalisation, encore une fois avec ces petits cycles, s'il y a quelque chose qui a foiré et que la personne ne veut pas, elle va tout de suite pouvoir réajuster et dire « Ah bah non, ça c'est la chaîne d'interprétation, c'est mal compris, moi je voulais pas ça, je voulais autre chose, et puis s'il faut que je retouche mon code, moi, j'ai juste à retoucher ce que je viens de produire sur mon cycle de 2 semaines, 1 mois que je viens de faire, j'ai pas besoin de retoucher des choses que j'ai fait 9 mois avant, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de rectifier. » Donc voilà, on a un projet qui correspond plus à ce qu'on souhaite. Enfin, le client a quelque chose qu'il souhaite. Et ensuite, on peut faire de la prévention des risques. Ça, concrètement, en agilité, on a quelque chose qui s'appelle la vélocité, qui est la capacité de production d'une équipe dans un effort indéfiniment soutenable. On va éviter de se mettre charrette, justement, pour avoir finalement une vision constante du travail que peut fournir l'équipe. Là où c'est puissant, c'est que parfois, sur des projets, justement,
chez certains acteurs médias pour des sorties de films, pour des sorties de sites, pour des sorties de forfait comme Bouygues sur la 4G, etc. Ils ont prévu des campagnes de com monumentales avec des pubs qui ont été tournées, des spots de télévision, etc. On n'a pas le droit de se rater, ne serait-ce que d'une semaine. Or, comme on a vu, il y a 96% de chances de se planter quand on est en cycle en V. En agilité, la chose qui est vraiment bien, c'est qu'on arrive finalement, quand on a estimé cette vélocité, à prévoir un décalage plusieurs années à l'avance. On peut prévoir un décalage de 1, 2, 3 semaines. C'est vraiment extrêmement fin, justement la prévention du risque, l'analyse de cette chose-là. Donc ça, c'est les gains d'agilité, les principaux gains. Concrètement, si vous n'avez pas ces problèmes-là, que vous n'avez pas besoin d'être réactif, que vous avez souvent zéro souci sur le besoin exprimé par rapport aux besoins réalisés, et que vous savez prédire plus ou moins quand est-ce que vous allez sortir votre logiciel sans vous planter, il y a zéro raison de mettre en place des méthodes agiles. Bon, merci. Vu que nous sommes dans les 4%, les gens qui ont 100% d'un projet qui se finissent toujours à l'heure. C'est possible. Bon. Là, on a J'aime beaucoup ce schéma-là, je peux en parler pendant 6 heures, alors je vais être plus rapide. C'est juste pour reprendre, donc là on est passé juste sur la phase de conception agile. Ça c'est l'approche MVP, et il y a aussi d'autres personnes qui disent done is better than perfect. Donc on aime sortir quelque chose plutôt que d'essayer de concevoir quelque chose de parfait. Encore une fois, métaphore, on va essayer de concevoir la grande voiture, et finalement elle n'est pas exactement identique à celle-ci, parce que c'est pas exactement ce que mon utilisateur voulait. Il y a aussi la satisfaction utilisateur qui est là-bas. Donc l'approche agile, c'est vraiment de se dire, voilà, on va d'abord sortir un skate, prendre le feedback utilisateur, on lui livre un produit très très vite. Donc ce qui est bien, c'est qu'il va tout de suite avoir de la valeur ajoutée. Et puis là-dessus, il va se dire, voilà, finalement, je me rends compte que j'ai du mal à me diriger avec mon skate, donc on va lui rajouter un volant, quoi. Ça va faire une trottinette. Après, il va dire, je suis crevé parce que je suis tout le temps debout. Hop, on lui rajoute la selle, ça lui fait un vélo. C'est un petit peu ça la mentalité agile. On se rend compte qu'à la fin, finalement, il a quelque chose qui correspond plus à ce qu'il voulait, parce qu'à chaque fois qu'on lui livre justement une release produit, il peut réajuster, il peut dire non, ça c'est pas exactement finalement ce que mes clients veulent, c'est pas exactement ce que moi je veux. Donc on se rend compte qu'on arrive plus facilement finalement à un produit pas parfait, mais qui satisfait plus l'utilisateur final. Il peut être séduit par contre par celui qui va lui vendre la super voiture. S'il n'a pas l'habitude de faire des projets et de connaître la difficulté par exemple de réaliser un projet complexe, le client, il faut qu'il soit éduqué aussi un peu à cette méthodologie. C'est mon rôle et mon métier, justement. Mais très généralement, quand on arrive chez un client et qu'il nous fait part, justement, s'il nous appelle, c'est que lui, il a des problèmes, c'est qu'il a déjà réalisé cette chose-là. Ouais. Parce que nous, dans le web, on n'est pas toujours confronté à des clients qui connaissent la méthode agile. Donc quand on leur dit, on va vous développer votre site petit à petit et rajouter des fonctionnalités, ils disent, bah oui, mais l'autre, là, il m'a dit qu'il me faisait la super Mercedes en un temps record, alors je vais partir avec lui plutôt. Alors là, on appelle le coach agile. Alors ça, pas forcément. Ce qu'on lui dit, c'est qu'il va avoir aussi l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir payer moins cher, à savoir ce qu'on lui vend au début. Nous, on lui vend le skate. Après, on lui dit, si vous nous faites confiance sur un cycle, on va vous en produire plus et vous aurez la super voiture à la fin. Je pense à la problématique web. Ensuite, on lui dit qu'il va pouvoir avoir tout de suite quelque chose, finalement, plutôt que d'attendre, je ne sais pas combien de temps pour un site web, 6 mois, peut-être à partir du moment où tu commences à le concevoir, au moment où tu le sors. Là, on va pouvoir lui dire, on va tout de suite pouvoir vous livrer un site, effectivement, qui sera pas forcément, qui fera pas papa et maman tout de suite. Par contre, il y aura déjà des fonctionnalités qui seront les plus importantes, parce qu'on n'a pas vu, c'était sur le slide qui ratait, mais on va d'abord développer les fonctionnalités qui ont le plus de valeur ajoutée, qui auront été priorisées via des ateliers, ce genre de choses. Et attends, j'avais une autre chose qui me reviendra sans doute tout à l'heure. Peut-être qu'on prévoit une conférence comment vendre des projets agiles. Ça se fait, ouais. Il y a même de la contractualisation agile qui est un petit peu compliquée. Mais... Tu resteras peut-être avec nous tout à l'heure pour la conférence suivante, si tu veux bien. Avec plaisir. Pour que ça marche justement, mais là je sors un petit peu du domaine logiciel, quoique ça s'y applique aussi, c'est surtout sur les applications, ça marche très bien. C'est que ça, c'est du Lean Startup. Alors il y a plein de concepts qui arrivent, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette courbe-là. Alors non, personnellement non. D'accord. C'est en fait en agilité, encore une fois. Et après, on va parler des process de production qui me branchent beaucoup plus. Ça, c'est le côté emmerdant, mais qui est assez intéressant et qui théorise pas mal. C'est qu'en fait, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle les early adopters des produits. Concrètement, très souvent, justement, tes clients, ceux qui veulent le site, vont dire on veut des choses pour tout le monde, dont 64% de fonctionnalités, comme on l'a vu dans les stats, qui finalement ne servent pas. Et l'approche ici, c'est de dire on va d'abord faire un focus sur les utilisateurs qui sont déjà acquis à votre marque.
Parce que si on n'arrive pas à les satisfaire eux, on n'arrivera à satisfaire personne. Et en fait, c'est par effet de tractation sur une appli, très généralement, c'est justement ceux qui commencent à la télécharger au tout début et qui trouvent que c'est kiffant et que l'appli est plaisante, vont, je trouve un exemple dans le web, Skyscanner. Moi, je ne sais pas si vous connaissez cette application pour le voyage. Moi, je suis parti en vacances au Canada, j'avais payé un billet d'avion quasiment 1000 euros. Et enfin, là, je caricature, c'était 800 quelque chose. Et j'ai un de mes potes qui avait fait le même voyage que moi, et son billet d'avion, il l'avait eu à 300, en passant par l'appli Skyscanner. Donc lui, il était early adopters, puis il avait quasiment économisé 500, enfin payé 500 euros de moins que moi son billet pour aller au Canada. Et donc, par effet de tractation, c'est ce qu'on appelle, donc c'est cet effet-là. Moi, j'ai été téléchargé Skyscanner, et maintenant, je l'utilise à chaque fois que je vais en vacances. J'ai pas trop d'autres exemples sur mon retour d'expérience. Ils sont multiples, hein. De toute façon, c'est le schéma de toutes les... Et le truc qui est fort, c'est que si jamais le projet se plante, c'est la faille qu'il y a là-bas. Si jamais on n'arrive pas à séduire les early adopters, entre guillemets, le projet s'arrête, on tombe dans la faille, dans le petit trou, et on n'a pas besoin d'investir plus. Parce que ce qui se passe souvent, j'ai un exemple aussi dans l'agroalimentaire, bon, concrètement, c'est pas un de mes clients, alors je vais le donner, c'est Bonduelle avait sorti, Bonduelle, ceux qui vendent les légumes, avait sorti un site pour vendre en e-commerce des boîtes de conserve, leurs boîtes de conserve. Ils ont dépensé quasiment 150 000 euros, ce qui n'est pas énorme pour un site e-commerce, hein, ça peut être beaucoup plus parfois. Et ils se sont rendus compte quelques mois après, ils ont arrêté l'exploitation du site. Note pour plus tard, faire des sites e-commerce. Ils ont arrêté. Ah oui, c'est vrai. 3 mois après l'exploitation, ils ont arrêté en fait la maintenance du site parce qu'ils se sont rendus compte que toutes les personnes, tous leurs clients potentiels, allaient sur des drives, Intermarché, etc. pour acheter leurs produits, leurs boîtes de conserve, plus justement, je sais pas, le liquide vaisselle, etc. Donc en fait, personne n'utilisait ce site e-commerce Bonduelle. J'espère que personne sur YouTube n'est des Bonduelle. Et donc l'histoire, c'est effectivement de se focaliser sur... S'ils s'étaient posé les bonnes questions, s'ils avaient essayé de séduire des early adopters, ils auraient sans doute lancé quand même leur site e-commerce. Par contre, ils n'auraient pas dépensé un fric monstre avant d'arrêter le projet. Et ils se seraient rendus compte que justement, ils n'auraient séduit personne. Et ils auraient pu consacrer leur argent à faire autre chose. Tout le travail, c'est pour identifier les early adopters. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Je ne sais pas si vous connaissez les personas. Si, en UX design, on utilise souvent alors, je passe ce genre rapidement. de fonctionnement, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent... Vous connaissez vous connaissez les personas à main levée, vite fait? Non? Bon, j'en parle brièvement. Oui, rapidement. Concrètement, c'est pour identifier les fonctionnalités. Encore une fois, comme on disait, il y a 64% de fonctionnalités qui sont des fonctionnalités déchets. Je trouve un exemple live très rapide dans le web. Voilà. En fait, les personas, ce sont des utilisateurs fictifs. Fictif mais avec une vie réelle. Je vous explique. Concrètement, on va par exemple créer, mais c'est un outil puissant, ça a l'air bête dans toutes les directions générales, des très grosses boîtes avec qui je travaille, c'est très con, mais ils ont ça. Merci Donjons et Dragons, quoi. Ouais. Concrètement, par exemple, je veux sortir un site, bon maintenant le responsive web design se fait un petit peu partout, mais justement, Jeanne Dubois qui, elle, je sais pas, a 65 ans, vit dans la Creuse, à des petits-enfants, elle s'en fiche royalement, vu qu'elle n'a pas de smartphone, pas de tablette, d'avoir son site qui s'adapte sur tous les devices. Alors que Cécile, qui est jeune active parisienne, je lis pas le personnage, je sais pas si c'est ça là, mais Cécile, qui est jeune active parisienne, qui prend le métro 2 fois par jour, une fois pour aller au travail le matin, une fois pour aller au travail le soir, ou le tram plutôt, elle va avoir 2 heures dans la journée où elle va s'emmerder, elle va se naviguer sur son smartphone, donc elle potentiellement va être beaucoup plus intéressée par le responsive web design. L'intérêt de ces personnes-là, c'est quand on va trouver une fonctionnalité, c'est de pouvoir se projeter, est-ce que ça va plaire ou est-ce que ça va pas plaire. À savoir, nous qui créons le produit, généralement on est les moins bien placés justement pour identifier ça, et là ça marche bien. Très brièvement, sur une expérience que j'ai pu vivre moi, on s'était rendu compte que dans un gros... Enfin, il y avait des clients qui nous payaient extrêmement cher pour qu'on fasse un site qui était compatible IE5 à l'époque. Et en fait, on avait cherché, on se disait, mais on regardait les stats sur Google Analytics, on se disait, mais c'est bizarre parce qu'il y a 0%, enfin, il y a les 0,5% des gens qui naviguent sur ce site qui utilisent IE5. Et en fait, c'était toute la DG de cette grosse boîte qui avait en fait une vieille flotte d'appareils et qui utilisait qui avait un vieux parc informatique et qui utilisait des anciens ordinateurs. Et donc eux qui avaient un IE5 gueulaient parce que le site corporate ne marchait pas. Et en fait, par effet de réaction, les équipes de production s'en prenaient plein la gueule parce que justement ils ne faisaient pas une compatibilité IE5. Et quand on a identifié ça, on a juste dit, mais plutôt que de nous payer 100 000 € à chaque fois qu'on fait une évolution
pour que ça soit compatible, allez plutôt changer les 4-5 PC de votre DG. Ce qu'ils avaient fait. Encore 2 slides sur la conception, et après on passe aux choses qui me plaisent vraiment sur la production produit. En fait, on va faire ce qu'on appelle un story mapping, c'est-à-dire on fait toujours un focus sur l'usage. En fait, ici sur un site e-commerce, pardon, je crois que c'est le plus facile, c'est mon exemple que j'aime bien. Ce qu'il y a sur les post-it verts, ça va être page produit, panier, créer mon compte pour payer, et puis etc. On va avoir toutes les grandes étapes, par exemple, du site e-commerce. Et en dessous, les items sur les post-it jaunes, ça va être classé par priorité les actions qu'on va développer. À savoir, par exemple, sur un panier, ça va être ajouter un produit, supprimer un produit, etc. On va vraiment exprimer les fonctionnalités. Ça, on le fait tous ensemble. Et ici, chez mon client qui fait des produits sportifs, ils font même venir des gens qui sont leurs clients à eux, en fait. Ils vont chercher dans les magasins physiques des gens qui vont concevoir avec eux les produits, en leur promettant des petites ristournes, des petits produits gratuits. Et en fait, ils se rendent compte que les produits qui sortent, en les confrontant et en les concevant avec leurs propres clients, bizarrement, ça marche vachement mieux que quand tu as une équipe de conception qui le fait tout seul. Tu allais me poser une question ? Non. D'accord. L'intérêt de ça, c'est que cet atelier-là, il est très ludique, ça va très vite, et on peut directement lotir. Si on tire une barre, comme les fonctionnalités sont priorisées, qu'on a tout ce qu'on appelle le backbone de l'application, donc qu'est-ce qu'on va faire, on peut naviguer dessus, etc. On peut directement, si je tire un trait, par exemple ici, on peut dire ok, le lot 1, mon premier sprint, ça va être toutes ces fonctionnalités-là qui sont les fonctionnalités de base, et après, ce qui est en dessous, c'est le lot 2, le lot 3, le lot 4, le lot 5, etc. Et dernière chose, c'est qu'est-ce qu'on a marqué sur les post-it. Encore une fois, on fait un focus sur l'usage. Sur l'usage, c'est-à-dire sur les fonctionnalités, on dit en tant que, je veux, afin de. Si on a une fonctionnalité qui ne peut pas être exprimée en agilité de cette manière-là, on ne la fait pas parce que soit elle n'intéresse personne, soit elle n'a aucun but concret. Justement, pour ce client dont je parlais, en tant que je veux, afin d'avoir une compatibilité IE5, on pouvait toujours se dire, ok, c'est en tant que, et DG, et dire changer leur PC. Donc ça, c'est les gros principes de conception. Je suis allé assez vite dessus, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et maintenant, je passe au principe de réalisation et de pourquoi est-ce que l'agilité, ça marche bien et pourquoi c'est cool et sympa. Cette courbe aussi, elle est assez théorique, mais je l'aime beaucoup. C'est, on va dire, itératif, agilité vs cycle en V. Cycle en V, encore une fois, c'est ce qu'on faisait jusqu'à il y a quand même pas très longtemps, et c'est ce qu'on fait encore beaucoup. Juste petite anecdote, l'agilité a beaucoup de mal à s'implémenter, alors que c'est très à la mode. Très souvent, c'est parce que en fait, les méthodes sont mal appliquées. Et la deuxième chose, c'est parce qu'en agilité, on n'a plus de manager, il n'y a plus de chef de projet. Par exemple, très souvent, on dit, toi, développeur, tu vas faire ça en 3 jours. En agilité, non, c'est l'équipe qui est auto-responsabilisée, c'est les gens qui s'engagent sur une capacité de production, et les chefs de projet deviennent facilitateurs. C'est un boulot qui est beaucoup plus gratifiant finalement, mais quand on leur dit, tu vas plus manager ton équipe, les gens, bizarrement, le prennent mal et veulent pas forcément bosser en agilité, donc ça a du mal finalement à s'implémenter, alors qu'on se rend compte que quand c'est implémenté avec succès, ça marche, les boîtes marchent mieux, etc. Parce que justement, on brise un petit peu ce rôle managérial, et c'est eux qui nous payent. Donc quand on leur dit, vous nous payez, mais vous n'allez plus faire votre job, ils sont pas forcément très contents. Voilà, ça, très brièvement, cette courbe-là, donc le cycle en V, on produit, on a ces 3 mois de conception produit, 3 mois de réalisation, 3 mois de test, et c'est qu'à la fin qu'on fait une MEP et qu'on va avoir sa valeur ajoutée produit, avec généralement un produit qui ne correspond pas exactement à ce qu'on attend. Donc c'est le rouge sur le schéma. C'est le rouge sur le schéma, oui. Le bleu, ça c'est les user stories. Donc les user stories, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est finalement un découpage en tranches relativement fines des fonctionnalités. C'est le développement itératif. Ça c'est un lot de fonctionnalités. C'est voilà, on va pouvoir finalement livrer. Généralement, en développement logiciel, c'est toutes les 2 semaines, un produit, et donc le client va finalement avoir sa valeur ajoutée, son produit qui va s'enrichir au fur et à mesure. Et quand on passe sur de l'intégration continue, donc avec des fonctionnalités, un découpe en tranches très fines qu'on va quasiment même livrer 1 fois, 2 fois par jour, voilà, on va avoir la valeur ajoutée du produit qui va augmenter très vite au début, et ça va être un petit peu logarithmique vers la fin. Ça, c'était juste l'importance de découper en tranches fines par rapport au cycle en V où on livre tout à la fin le produit. C'est plus intéressant finalement de sortir. Et à chaque fois, là, à chaque palier sur la courbe bleue, on peut réajuster, on peut voir si ça plaît, si ça plaît pas. Et c'est surtout, on ne s'engage pas sur un cahier des charges. C'est un petit peu fini ce truc-là en agilité. C'est à la fin de chaque sprint, on va avoir une prise de feedback des utilisateurs. Alors, soit une réelle où on les fait venir,
soit ça peut être juste de l'analyse de statistiques ou autre, hein, quelle fonctionnalité utiliser, on fait des plans de tagage, je vous apprends rien, etc. Et on va pouvoir très vite finalement améliorer le produit et faire quelque chose qui correspond plus à ce que les utilisateurs du produit souhaitent. Pour ça, alors ça c'est très théorique, ça c'est le cycle Scrum qui est encore une fois le plus facile. On peut parler super longtemps de ce schéma-là. On va avoir donc je vous donne les termes au moins, parce qu'encore une fois, en 10 minutes c'est extrêmement dur d'en parler. Et n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Donc on va avoir le backlog du produit. Toutes les fonctionnalités, le truc qui est important, c'est qu'elles sont toutes exprimées en tant que je veux afin d'eux, et surtout elles sont priorisées. Le product owner, justement le responsable du produit, avant en France on disait le directeur du produit, mais le directeur était pris dans le sens direction, alors qu'en fait directeur c'est celui qui donne la vision et qui donne le sens du produit. C'est pour ça on a gardé finalement le terme anglais product owner, qui est beaucoup mieux que directeur de produit. Et lui il va prioriser toutes les tâches. Ensuite, une fois qu'on va dire, voilà, c'est par exemple 3 premières tâches là, enfin on va estimer les tâches en estimation collaborative. Je fais un focus derrière parce que c'est l'estimation agile, c'est le concept le plus important et le plus dur à comprendre en agilité. Donc c'est l'équipe qui va finalement, avec des points abstraits, je vous en parlerai, on chiffre plus en jour-homme en agilité. L'équipe va s'engager sur sa capacité de production, elle va dire ok, nous on est capable de réaliser dans le prochain sprint par exemple ces 3 premières fonctionnalités. Ensuite on a le cycle de développement avec ce qu'on appelle du cérémonial, avec le moins de réunions possible. Concrètement on en a juste une vraiment le matin de 5 minutes, généralement 20 développeurs, c'est à peu près 5 minutes sur cette réunion où on échange vraiment, gros moment collaboratif, etc. Et on en a une au début du sprint justement pour faire l'estimation, le planning. Et à la fin du sprint, à la fin des 2 semaines, on a quelque chose pour montrer au client ce qu'on appelle la phase de démo. Quelque chose pour montrer au client qu'est-ce qu'on a produit. Et lui, généralement, on a une très grosse satisfaction client parce qu'il y a quelque chose de très fort. On s'engage, on dit nous, on va te produire ça. Et au bout de 2 semaines, on lui montre qu'il a vraiment eu le truc. Donc ça évite justement le côté du au doigt mouillé, on a fait 60% du logiciel, mais lui, il n'a rien vu et les clients n'est pas serein jusqu'à la fin. Là, on lui montre que le produit avance vraiment. Et lui, si ça pouvait arriver dans les entreprises de bâtiment, ces méthodes de travail, ce serait vraiment pas mal. Pas faux. Et après, la phase de démonstration, on va avoir quelque chose d'extrêmement important qui est la rétrospective, qui est la mise en place de l'amélioration continue. L'agilité, je l'ai marqué plusieurs fois dans les slides d'avant sans le dire, c'est finalement un processus d'amélioration des processus. J'en parle un tout petit peu après. Et donc, finalement, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, donc on a quelques réunions. Vraiment, quand c'est important, c'est toujours extrêmement time-boxé. Moi, je vous jure, chez certains clients, même un client récemment, j'ai entre guillemets interdit les réunions. Les gens peuvent aller dans une salle, ils peuvent s'asseoir. Enfin, non, ils peuvent pas s'asseoir. Ils n'ont pas le droit d'avoir leur PC. Et ils ont juste un stylo, un tableau. Parce que très souvent, là, moi, c'était à péter un plomb. Hein, ce client, quand je suis arrivé, après 3 jours après avoir été quasiment 6 heures par jour en réunion, et très souvent, tous les gens c'était comme ça, et on se disait, ok, quand est-ce qu'ils bossent? Finalement, tout le monde est en réunion tout le temps, et on bosse jamais. Et c'est le cas très souvent, en tout cas chez les grands comptes. Et du coup, là, c'est vraiment cérémonial réduit, allez, 5 minutes de réunion par jour, 10-15 s'il y a un problème, mais on y va vite. Le management visuel, ce qu'ils ont appelé Scrum Board, mais ça c'est assez agréable, ça permet d'identifier très vite s'il y a des goulots d'étranglement. Par exemple, on avait une équipe de prod avec à peu près 20 développeurs, 2 testeurs. Bien sûr, on ne sortait pas une fonctionnalité sans qu'elle ait été testée. Et les managers gueulaient parce que finalement, comme la vitesse de production est limitée par la vitesse de son maillon le plus faible, ils ne comprenaient pas pourquoi ça bloquait. Ils pensaient que c'était les développeurs. Avec ça, on avait tout de suite vu concrètement qu'il y avait 50 post-it qui s'empilaient dans la colonne test, alors que les post-it avançaient très vite dans les colonnes de développement. Et donc on avait juste pu faire, l'anglicisme c'est faire du swarming, c'est-à-dire prendre des développeurs et dire vous allez faire du test un petit peu maintenant, pour un petit peu alléger finalement la charge sur le dos des testeurs. Le burn down chart qui est un outil extrêmement puissant, j'en parle un petit peu après. Mais ça nous permet de faire du prédictif, des fois sur des années, c'est ce schéma-là. Et celui-ci, en fait, vous avez la charge de travail et le temps. La courbe idéale nous permet de dire si j'ai un effort constant de production, tant que je suis en dessous de la courbe, c'est bon. Si je suis au-dessus, c'est que je ne vais pas tenir les délais. Généralement, sur un projet de 3 ans, au jour le jour, à chaque stand-up ou à chaque fin de sprint, on met un point sur le cap travail qui a vraiment été réalisé.
Et très vite, on va avoir un nuage de points et on va pouvoir avoir une tendance, est-ce qu'on va tenir les délais, est-ce qu'on ne va pas pouvoir tenir les délais. Concrètement, dans cet acteur des télécoms dont je parlais tout à l'heure, sur un projet de développement de 2 ans, on avait pu anticiper 3 semaines de décalage de manière concrète et réaliste. Et en fait, on avait eu 2 semaines et demie. Mais c'était vraiment mieux de pouvoir leur dire quasiment 1 an à l'avance, attention, on va se manger de 2 semaines. S'ils avaient prévu leur campagne de com et qu'on leur avait dit, comme ce qu'on a quasiment tous les jours, 2 mois à l'avance, en fait, on va avoir besoin de 3 mois, ça n'aurait pas été possible pour eux. Et puis voilà, je vais continuer à passer sur l'amélioration continue très rapidement. Donc c'est l'amélioration continue, c'est à la fin de chaque sprint, pendant la rétrospective, on va essayer d'identifier des axes d'amélioration, ce qui a raté sur le sprint qui vient de se passer. Et l'équipe va définir des actions concrètes et on va identifier, là en l'occurrence c'est les Scrum Masters en Scrum, l'équipe va voter va définir 5-6 actions concrètes et va voter pour 3 ou 4 de ces actions-là. Et le boulot du Scrum Master, c'est de maintenir ces actions en place. Cycle après cycle, quand on fait vraiment ça, on voit sans doute les actions parfois gomment complètement les problèmes qu'on a rencontrés sur le sprint d'avant. En web, j'en sais rien, ça peut être des trucs débiles, ça peut être un graphiste qui n'a pas une bonne version d'Adobe sur sa machine ou ce genre de truc. Et au fur et à mesure, soit on gomme les problèmes, soit on les décale, mais à force de les décaler, finalement, au bout d'un moment, on arrive à les résoudre. L'amélioration continue s'exprime vraiment, on peut avoir des indicateurs. Moi j'ai des clients qui à chaque release, donc à chaque mois, on livrait le logiciel en prod, et on avait à peu près 300 régressions. Ils nous avaient dit, faites un gros focus sur l'amélioration continue, sur ces régressions-là. Et en fait, on était passé de 300 régressions à une vingtaine de régressions par mois. C'est juste pour dire, voilà, on peut avoir des vrais objectifs et c'est quelque chose de concret. C'est très théorique là, il faut le vivre pour le comprendre, mais ça marche bien. Et là, on arrive à la dernière chose quasiment que je voulais vous montrer, c'est le planning poker. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Jouer aux cartes chez le client, c'est très cool. Il y a d'autres choses après l'Extreme Quotations, mais concrètement, on va avoir un jeu de cartes, et c'est comme ça qu'on va estimer, en jouant aux cartes avec la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est on additionne les 2 nombres précédents, donc 1, 2, 3, 5, 5 et 3, 8, etc. On va estimer de manière relative la charge des tâches à développer. Le truc qui est cool, comme je vous disais, c'est que, le truc gratifiant, on est vraiment autour de la table avec des cartes, donc il y a un côté fun. Et c'est très drôle de voir la tête d'un haut responsable hiérarchique qui passe devant une salle où il voit tous ses devs en train de jouer aux cartes. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Là, ça c'était juste un petit exemple que je voulais vous montrer. Concrètement, on va avoir une fonctionnalité. Comment se passe l'estimation agile? C'est on va avoir le directeur de produit, le product owner, qui va venir donner sa vision au développeur, sa vision produit. Déjà, le premier côté gratifiant, c'est que les développeurs vont être confrontés finalement, confrontés dans le bon sens, vont être impliqués avec des personnes qui brassent, qui ont des salaires qui sont parfois 50 fois plus élevés que le leur, et qui se parlent jamais normalement ces personnes-là. Et là, c'est vraiment très bien de mettre en contact le product owner finalement, qui est du market, qui brasse des millions d'euros par jour, avec entre guillemets les petits développeurs, j'en suis un moi-même. Il y a un côté justement, ça donne une notion d'équipe et qu'on a trop perdu maintenant, où on est trop en silo, équipe de prod, market de son côté comme de l'autre, etc. Donc lui vient donner la vision produit et c'est très impliquant pour un développeur de savoir pourquoi il développe sa fonctionnalité. Ensuite, le Scrum Master va brièvement lire les spécifications techniques que lui a écrites et quand il n'y a plus de questions, on fait voter, c'est-à-dire concrètement le Scrum Master va dire 3, 2, 1, voter. On aura un petit peu talonné qu'est-ce qui vaut 8, parce que 8 est un chiffre abstrait, qu'est-ce qui vaut 3, etc. Et très souvent, on va avoir sur une équipe de 5 développeurs, voilà, des gens qui vont mettre 3, des gens qui vont mettre 8, 2, 5, etc. Et on se fait parler un petit peu les gens entre eux, en 30 secondes, on se fait parler les extrêmes. Là, en l'occurrence, Yann, il peut dire, moi je mets 2 parce que je viens de faire cette fonctionnalité-là, je sais comment ça marche, c'est très facile. Et puis Marwan, qui a mis un 8, il dit, ah non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, tu t'es planté mon pote, c'est beaucoup plus long que ce que tu penses. Donc, il parle 30 secondes et après on refait un sprint, on refait 3, 2, 1, voter, ils lèvent tous leurs cartes. Et très généralement, on va avoir un truc, alors on a une approche, pas unanime, mais une approche consensuelle. Et au bout d'un moment, on va tous tomber à peu près sur le même truc, on dit, ok, développer cette fonctionnalité-là, ça vaut 5. L'estimation relative, j'en parle dans 2 slides. Non, d'ailleurs, je vais en parler maintenant. C'est pourquoi en fait ça fonctionne. Estimation relative, qu'est-ce que c'est? Si je te dis, Cyril, combien de temps ça prend de faire cette table en jour homme, c'est très compliqué de répondre.
Si maintenant je te dis est-ce que c'est plus dur de faire la table ou la chaise, bon, là en l'occurrence on va pas savoir y répondre tout de suite, mais on peut avoir des éléments de comparaison. On peut compter, on peut se dire ok là il y a 3 vis, 4 pieds, j'en sais rien. Et quand on le fait en collaboratif, quand on est 5 développeurs à discuter de ce sujet-là, on va très rapidement en fait sans se planter réussir à déterminer le truc. Moi je fais un exercice en formation qui est sur des fonctionnalités d'un mixeur. Et quand je le fais en formation avec des gens qui viennent du web, des gens qui viennent des médias, des gens qui viennent de plein de mondes différents, quand après je le confronte au réel, ils se plantent quasiment jamais. En fait, ils ont toutes les fonctionnalités bien estimées les unes relativement par rapport aux autres. L'estimation relative, donc il y a quand même une notion, c'est que si une fonctionnalité demande à être développée en 40 points de complexité et qu'une autre c'est en 20 points, il y a quand même cette relation qui est que celle de 40 points va demander 2 fois plus de temps que celle de 20 points. Par contre, on note plus en jour homme justement. Et donc pourquoi ça marche, c'est ceux qui font le boulot qui estiment, à savoir même si le chef de projet peut être un gros lead développeur et qui peut avoir énormément d'expérience, au bout d'un moment en fait, soit parce qu'on essaie de challenger les devs, soit autre chose, on perd un petit peu la notion et quand on fait pas le boulot, on ne sait pas vraiment l'estimer. Donc là en agilité, encore une fois, c'est les développeurs qui estiment eux-mêmes le temps qu'ils vont prendre pour faire le travail. Ensuite, ils sont quand même tenus de justifier. Ce qu'on avait vu avant, on va devoir expliquer devant l'équipe de développement et les autres développeurs pourquoi est-ce qu'on demande 8 points, 5 points, X points de complexité pour une tâche. C'est un petit peu puissant, ça coupe un petit peu le fait du je me suis fait engueuler donc je prends un énorme tampon, etc. Ensuite, on n'est pas à la minute, c'est effectivement, on se concentre sur un ordre de grandeur approximatif. Moi j'ai des clients des fois quand je suis en train de faire des appels d'offres sur certains, pour gagner certains projets, qui me prennent la tête sur de la demi-heure, quoi, sur vraiment. Et là, justement, en agilité, on vend plus un package, un sprint, et après on voit ce qu'on embarque dedans. Ensuite, c'est fait de manière collaborative, c'est très bête, mais effectivement, si on est 2, 3, 4 à parler d'un même sujet, à l'estimer, on se rend compte que bizarrement, ça marche mieux que quand il y a une seule personne qui décide. Relatif, c'est ce que je vous ai dit, c'est justement on estime les éléments des uns par rapport aux autres. Le truc, c'est qu'effectivement, là, j'ai juste fait l'exemple de la table et de la chaise. Si on fait ça sur 300 fonctionnalités, tout un backlog produit, après, si on arrive à avoir en jour homme une fonctionnalité, par effet de cascade, on arrive à avoir le temps en jour homme de tout le reste. Et après, c'est rapide et marrant, c'était juste, effectivement, sur l'estimation d'un logiciel. Un autre de mes clients faisait venir 3 experts pendant plusieurs semaines, finalement, pour qu'ils puissent chiffrer tout le cahier des charges, toutes les fonctionnalités qui étaient exprimées. Et on se rend compte que là, en une après-midi, ok, on va avoir 8-10 développeurs, mais on va fournir finalement le même travail, le même livrable en sortie que les 3 experts qui viennent pendant 2 mois. Et après, justement, cette estimation relative permet de répondre à ces questions-là, que les clients nous posent souvent. C'est qu'est-ce qui sera terminé par exemple pour le 30 juin, quand est-ce qu'on peut livrer le produit avec ces caractéristiques-là, combien il y a de personnes sur le projet ou autre. Donc, ici, c'est la vélocité de l'équipe, c'est-à-dire je vais réussir à déterminer le nombre de points relatifs que mon équipe est capable de produire en un sprint. On essaie d'avoir cette vélocité constante pour pouvoir faire du prédictif. Et là, ça c'est mon produit. En haut, c'est les choses les plus prioritaires, en bas, les moins prioritaires. Chaque tâche, chaque fonctionnalité est estimée avec un nombre de points, de manière collaborative, etc. Et je sais que mon équipe va être capable de produire avec sa meilleure vélocité 38 points par sprint, par exemple. En vélocité moyenne, 33 points, et la pire vélocité, 25 points. Donc après, si on me dit, ok, en 5 cycles, ou pour le 30 juin, qu'est-ce que tu es capable de produire, je vais pouvoir dire, avec ma vélocité la plus lente, je vais pouvoir faire ces fonctionnalités-là, mais c'est les plus prioritaires pour toi, donc c'est déjà bien. Avec ma vélocité moyenne, je vais pouvoir te sortir toutes ces fonctionnalités-là, et avec ma vélocité la plus forte, l'ensemble de fonctionnalités. Là où ça c'est puissant, c'est que c'est basé sur du fait concret, une vraie vision fine de la capacité de production des équipes. Et le truc en agilité, c'est comme je vous disais, on ne s'engage pas sur un cahier des charges complet finalement. On va livrer des fonctionnalités, et comme on va livrer par petits bouts les fonctionnalités les plus prioritaires, si le client me dit ok, si Clanvé dit ok, pour le 30 juin, je veux tout mon produit. Nous on va lui dire non, pour le 30 juin, tu n'auras pas tout ton produit, c'est sûr. Enfin, tu as 96% de chances qu'on n'y arrive pas. Par contre, comme tu auras fait un travail de priorisation, tu auras les fonctionnalités qui ont le plus de sens pour toi, ça c'est certain. Et le truc sympa, c'est qu'en plus, à la fin de chaque sprint, on va pouvoir finalement intégrer des fonctionnalités auxquelles tu n'as pas pensé. Par exemple, en web, je sais pas, il y a un nouveau réseau social qui sort pendant la phase de développement du projet. Le client dit je veux ce nouveau bouton de partage sur ce nouveau réseau social. Avant, on fait un avenant contrat, on dit ok, c'était pas prévu dans le cahier des charges, on va devoir
de nouveau passer du temps pour le développer, donc on va te le chiffrer, on va faire un avenant, négociation contractuelle, là c'est un petit peu emmerdant. Là on lui dit, bah ok génial, donne-nous ton truc, par contre tu vas nous déprioriser une tâche qui a à peu près le même nombre de points, qu'on développera soit après, soit qu'on ne développera pas, mais c'est pas grave. Donc en fait, dans les petites entreprises, on gomme tout ce travail finalement de contrat qui demande extrêmement de temps et qui nous coûte beaucoup d'argent. Et les clients, à la fin, il est content parce qu'il n'a pas eu de grosses négociations contractuelles extrêmement chiantes, chronophages, etc. Et il a un produit, il a l'impression qu'on est plus réactif, plus souple, et il a un produit qui lui correspond mieux. C'est un petit peu tout ce qu'on a. Et c'est ce que j'exprime dans ce dernier petit slide qui dit que voilà, c'est un petit peu moins formel, effectivement, approche Lean. On va essayer de dimensionner justement les équipes. C'est plus collectif, le travail, tout le monde est impliqué. Alors c'est que souvent dans les grosses boîtes qu'on fait de l'agilité, parce que dans les petites on le fait de manière un petit peu naturelle finalement, c'est souvent des bonnes pratiques qu'on fait comme ça. C'est facilité par le chef de projet, mais c'est ça qui est impliquant, c'est on n'a plus personne qui nous gueule dessus et qui nous force à faire des choses et qui nous dit... Moi très souvent j'ai eu quand j'étais chef de projet, j'étais bête à l'époque, hein, j'étais même con. Je disais à un dev, j'allais voir mon lead développeur, je lui disais toi tu peux estimer cette fonctionnalité-là, combien de temps il te faut, 3 jours ok, mais t'es chargé. J'allais voir un mec qui était un petit peu plus junior, et je disais bah lui il prend 3 jours, donc toi je t'en donne 4, fais-le. Puis le truc c'est qu'il se mangeait, au bout de 4 jours il n'avait pas du tout terminé, et je l'engueulais. Et le truc c'est que lui il avait des raisons de pas du tout accepter ça, parce que finalement il s'était pas engagé, c'est moi qui lui avais dit, je l'avais challengé en disant l'autre il me dit que c'est 3 jours, ça se trouve c'était pas du tout le cas. Et lui, finalement, c'était pas porteur de sens parce qu'il s'était pas engagé. Il m'avait jamais dit, moi, je suis capable de le faire en tant de temps. En agilité, c'est vraiment ça, c'est que les gens sont vraiment responsabilisés, c'est eux qui portent le projet. Et quand on s'engage, ça a vraiment une valeur différente. Et après, voilà, finalement, on a une gestion, je veux dire, gestion du risque. C'est que comme on fait tous les matins un petit stand-up, on peut voir l'état d'avancement du projet de manière assez fine, à savoir si par exemple j'ai mon post-it qui doit être réalisé en X temps, en 5 points de complexité, un jour, j'en sais rien. Si j'ai un développeur qui dit moi aujourd'hui je dois faire ça, hier j'ai fait ça, aujourd'hui je vais faire cette tâche-là qui est exprimée sur un post-it, et si le lendemain on refait un stand-up de 5 minutes, et puis il dit bah hier j'ai fait ça et je vais refaire le truc, on lève tout de suite pas une alerte, mais on peut tout de suite dire bah, cette tâche-là, normalement, tu aurais dû la terminer. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut te débloquer? Alors que parfois, quand on est en phase d'échec, on s'enferme un petit peu dans son silo. On bosse pas. Enfin, on bosse pas. On essaie de bosser, mais on n'avance pas plutôt. Et c'est qu'à la fin du projet qu'on se rend compte qu'on s'est complètement ramassé. Là, finalement, on peut désamorcer beaucoup de tensions et beaucoup de problèmes. Dernier slide. C'était juste un petit peu un récap de tout ce qu'on a pu se dire. Et voilà, c'était super théorique. J'avais pas beaucoup de temps. J'espère que ça vous a un peu plu. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle à propos de l'agilité? Est-ce que je peux appliquer ça à ma femme? Comment régler les... Tu crois pas si bien dire, il y a un coach agile qui l'a appliqué à ses courses. À savoir, il prenait 2h30 pour aller faire ses courses chez Auchan ou autre, et il a mis certaines pratiques agiles qu'il mettait dans ses projets, et maintenant il les fait en 30 minutes. Comment imposer aux responsables de mes travaux du bâtiment? Oui, parce que c'est vrai que très souvent on se rend compte que dans la vie de tous les jours, de gérer en cycle itératif, de vérifier l'avancement rien qu'avec le tableau to do, etc. Ça permettrait d'améliorer beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. J'ai fait une question par là. Je sais que tous les projets agiles se passent bien, mais il y en existe quand même qui dérapent. Il y en a beaucoup qui se plantent. Alors on dit qu'il y a des projets agiles qui dérapent. Oui, donc des fois il y a des projets qui se plantent. Donc quand on va devant les hommes de loi et monsieur le juge pour essayer de déterminer la responsabilité, le problème c'est qu'il n'y a pas de document contractuel. Comment déterminer les responsabilités dans un projet agile qui ne se passerait pas bien? Et éventuellement les réparations, et quand un projet agile dérape. Alors à qui la faute? C'est la faute du coach agile, bien sûr. Ça dépend du contexte projet. Concrètement, généralement, je te tutoie. Tu vas voir que ton projet agile, si tu peux tout de suite voir dès le démarrage s'il va se planter ou pas. Du coup, je vois pas exactement ce que tu dis parce que généralement, nous, on peut désamorcer les tensions
si l'agilité est bien appliquée, tu vas pouvoir tout de suite identifier que ton projet va dériver. Il faudrait que tu m'exprimes plus les causes d'échec de ton projet. Est-ce que c'est calendaire? Est-ce que c'est le périmètre? Est-ce que c'est... J'ai une société qui veut refaire Attends, on va te donner le micro parce que sinon ça n'aura aucun sens pour ceux qui nous suivent. Je vais te donner le filaire du coup, Robin. Je vais reprendre l'exemple du skateboard. J'ai une société qui veut une voiture, qui va trouver un fournisseur et dit nous on va faire un projet ensemble en agile. Et il voulait en fait au final une belle voiture décapotée et au final il se retrouve avec un skateboard. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'il se retrouve avec le skateboard évolué? C'est qu'au bout d'un certain nombre d'itérations, parce que quand même il a eu une offre de son prestataire qui lui dit voilà, nous on va faire 7 ou 8 itérations de temps de 15 jours, et au bout de ces itérations, vous aurez le produit fini. Manque de bol, au bout des 7 ou 8 itérations, à la fin on a juste le skateboard, super skateboard, mais c'est pas la voiture complète. Alors le truc c'est que normalement à la fin de chaque itération, tu vas confronter le produit au client. Donc lui, normalement, la première itération, il a un super skateboard. La deuxième, il s'attend à avoir la trottinette. S'il a toujours un skateboard, il peut tout de suite, normalement, dire attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre le souci que tu as. À savoir, normalement, au bout de 7-8 itérations, enfin, si à la troisième, il voit encore le même skateboard, ou à la quatrième, il continue à le voir, là, il peut tout de suite arrêter le projet. Alors le client il n'est pas très bien formé agile, donc en fait au départ il dit c'est super, on va prendre cette méthode, elle a l'air formidable, et il dit je laisse faire Ton prestataire, ouais. Mon prestataire qui me promet que je vais avoir un produit formidable à la fin, et puis... non, il faut que c'est un peu plus. Alors là moi je vois un autre sujet, c'est très souvent en fait... Alors dans l'audience il y a des gens qui viennent de SS2I, etc., donc je ne vais pas trop tacler. Mais il y a très souvent des projets qui se plantent en agilité, mais une très grosse proportion, plus de 50%, c'est pas dû à l'agilité en soi, c'est plus dû au fait que les méthodes sont pas bien appliquées. Et moi-même, j'ai été le premier, pour être tout à fait franc, quand j'ai passé toutes mes certifications il y a 5-6 ans, j'avais pas du tout compris les fondements du truc, et je les avais juste passés parce que je pouvais me vendre très très facilement avec ces certifications-là. Et après, j'ai rencontré Alistair Copeland, qui est l'un des signataires du manifeste en 2001, qui m'a dit mais non, t'as rien compris, comme 90% des personnes qui vendent de l'agilité, et en fait, c'est ça les vraies valeurs du truc. Et donc voilà, effectivement, t'as beaucoup de projets qui se plantent, mais pas à cause du client, à cause du fait qu'on leur vende une vraie fausse agilité. D'accord, donc c'était certainement le cas. Donc dans le cas où j'étais, le prestataire avait vendu en plus une espèce de pseudo-loi de Pareto en disant que 80% de la valeur est dans 20% des fonctionnalités. Et manque de bol, le client il voulait 100% des fonctionnalités. Est-ce que je ne sais pas si je t'ai répondu en entier, mais non, mais ça me va tout à fait. Merci. Est-ce que oui? Merci. J'ai une remarque un peu, puis une question corollaire un peu à ce que dit monsieur. J'ai l'impression que les projets agiles et les méthodes agiles marchent s'il y a une vraie maîtrise d'ouvrage compétente en face. Oui. Parce que ce que vous venez de dire, c'est ça. C'est qu'on vend un skateboard, etc. Et puis le client, à un moment donné, il en veut toujours plus. Et puis il va nous dire, mais regardez, sur le site de Rolls-Royce, le skateboard, il a ça. Donc s'il n'y a pas une maturité de la part du client, à mon avis, le projet il part en sucette. Alors c'est exactement ça. Et ça, c'est justement le travail du coach ou le travail du Scrum Master. D'aller évangéliser finalement le client. Pour que ça, à minima, il faut qu'il ait vraiment une conscience de la priorisation des fonctionnalités qu'il veut. Alors il y a des ateliers qu'on peut vendre, des workshops, etc. pour lui faire prendre conscience de ça. Notamment ce qu'on avait montré tout à l'heure, le story mapping, qui lui permet d'avoir toutes ces fonctionnalités produits et de les prioriser. C'est un atelier de 3-4 heures, extrêmement ludique, mais il faut qu'il le fasse. Et parfois, il y a des clients qui disent « je veux faire de l'agilité, par contre je donne un cahier des charges et je donne un délai ». Le problème, c'est, comme on disait, là j'en ai pas parlé, les agilistes très souvent parlent de triangle de fer en disant si jamais on fige le délai, le budget et le périmètre, la seule variable qu'on va avoir sur le projet, ça va être la qualité. Et donc on va faire un boulot de merde qui va être fait rapidement et on va avoir une dette technique et très vite finalement, bref, toutes les problématiques qu'on connaît en cycle en V. Et donc ce qu'on dit en agilité, c'est non, ce triangle de fer là, budget, délai, périmètre, ne peut pas fonctionner
Et si vous voulez que la qualité, et nous c'est vraiment la chose sur laquelle on ne discute pas, c'est notre point fixe à nous, il faut que vous nous laissiez finalement bouger soit un petit peu le périmètre, soit bouger le budget, soit bouger les délais. Ma deuxième remarque, c'est sur le côté chronophage, justement, des relations contractuelles. Parce que chacun des sprints, etc., doit faire l'objet de PV, de validation, de négociations contractuelles, commerciales, etc. Et pour l'avoir expérimenté, je trouve qu'on perd beaucoup, on passe beaucoup de temps en contractuel par rapport à la démarche tunnel qu'on connaissait jusqu'à présent. Une fois qu'on a fait les SFD, on fait un contrat et puis finalement on se revoit à la fin du projet. Là, c'est chronophage et on n'arrive pas encore complètement à l'intégrer dans notre business model où on est toujours sur les 15-20% de gestion de projet, on va rajouter X% de account management, mais cette surcouche de contractualisation, je trouve que quelque part on la perd et on n'arrive pas à la facturer correctement. Alors peut-être que c'est nous qui sommes mauvais là-dessus, ou est-ce que c'est le client qui en profite, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un travail là-dessus à faire. Qu'est-ce qui vous coûte cher exactement en contractualisation ? De revenir sur chacun des points du sprint et de le valider, s'il doit évoluer, dans ce cas-là, on refait un avenant, on réécrit beaucoup de choses qui, dans une démarche projet plus classique, sont vues à l'occasion de 3-4 workshops. On arrive à peu près à identifier qu'il y a 4 workshops, on va passer 4 fois 4 heures, plus X jours pour faire des SFD. On sait à peu près le temps qu'on va mettre. Et on est capable même de dire à un moment donné au client, tiens, il y a une 6e journée, parce qu'il y a un 6e workshop, avec le product manager, etc. C'était pas prévu, le client le paye. En méthode agile, comme ça bouge, ça fluctue assez souvent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il fallait tout le temps faire beaucoup de papier. Et c'est un peu le monde parfait dont vous parliez, le product manager qui va accepter ça. Nous, ce qu'on voit dans les grands comptes, c'est que le product manager, à un moment donné, il va demander à sa maîtrise d'ouvrage, qui est souvent un tiers, une société extérieure, d'avoir un peu plus sans bouger le projet, le triangle de fer. Ça, c'est clair qu'il est de fer, surtout pour l'agence, il est un peu moins pour le client. Voilà, donc c'était ma remarque sur l'agile. Super, on en rêve tous, mais je pense qu'il y a encore pas mal de boulot pour faire en sorte que ce ne soit pas au détriment des agences. Je suis, on ne peut plus d'accord avec toi. Comme je te disais, très souvent, moi j'arrive... je prends un exemple bête mais efficace. J'ai eu des clients chez qui je suis arrivé un petit peu en prospection commerciale et qui m'ont un petit peu envoyé bouler quand je leur vendais justement les méthodes agiles en disant, par exemple, ah non, nous ça fait 4 fois qu'on recommence notre projet, on n'a pas de doc, c'est catastrophique. On l'a fait en agile, c'est catastrophique. Parce qu'en fait, je ne voulais pas montrer, il y a 4 valeurs agiles et une des valeurs, c'est on va privilégier un logiciel qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive. Or, en fait, en vraie agilité, par exemple, on va spécifier, on va bien spécifier, juste on va spécifier différemment. Au lieu d'écrire par exemple un énorme cahier des charges ou d'un seul coup 1000 pages de spécification, on va plus le faire en tranches fines, justement, fonctionnalité par fonctionnalité, valider ses spécifications pour le sprint, engager le sprint, etc. C'était juste pour dire, effectivement, il y a beaucoup d'agences où il y a beaucoup de personnes qui appliquent mal les méthodes et on arrive sur des échecs ou on arrive sur des longues négociations contractuelles, etc. Mais c'est plus sur une mauvaise appréhension de la méthode, à mon sens à moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. On a identifié les 2 trolls du coup. Les 2 trolls oui. qui avaient voté D. Bon, merci à tous et à toutes. Et on va faire une petite pause et puis ensuite on reprend donc en léger décalage, Hervé, pour la dernière conférence sur comment vendre Typo 3.